vendredi, c'est patrimoine. Le sujet du jour, c'est celui du barème fiscal de l'usufruit. Et nous en parlons avec Audrey Ferré, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie. Bonjour Audrey. Bonjour Grégory. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle d'usufruit, donc il faut peut-être redonner rapidement la logique du démembrement d'un bien entre l'usufruit et la nue propriété. Oui, bien sûr. Alors, le droit de propriété, il se caractérise en fait par l'addition de droits différents. Donc, on a l'usufruitier qui va posséder en fait le droit d'utiliser le bien ou de recevoir les revenus. Et on a un nu propriétaire, donc une autre personne que l'usufruitier, qui lui a le droit de disposer du bien. Alors, le démembrement de propriété, en gestion de patrimoine, on le rencontre notamment en cas de donation par un parent de la seule nue propriété d'un bien, ça veut dire qu'il conserve l'usufruit pour lui, ou alors en cas de décès d'un conjoint et l'époux survivant va choisir de recueillir l'usufruit de la succession. Et à ce moment-là, les enfants sont dits nus propriétaires du patrimoine. Alors, l'intérêt du démembrement de propriété dans une stratégie patrimoniale, c'est que d'une part, le nu propriétaire, il va payer des droits uniquement sur la valeur de la nue propriété. Donc on va voir, qui est déterminée selon l'âge de l'usufruitier. Au décès de l'usufruitier, donc l'usufruit s'éteint, et à ce moment-là, ça rejoint la nue propriété. Le nu propriétaire devient plein propriétaire sans fiscalité supplémentaire. Et si jamais le bien s'est valorisé entre le jour du démembrement et le moment où l'usufruit s'éteint, cette plus-value, elle est totalement acquise sans fiscalité au nu propriétaire. Quelle est la méthode reconnue par l'administration fiscale qui permet justement d'évaluer, de valoriser la part de l'usufruit par rapport à la part de la nue propriété dans un dispositif de démembrement? Voilà, alors c'est ce fameux barème fiscal qu'on va utiliser pour déterminer quelle est la valeur de l'usufruit viager. L'usufruit viager, c'est celui qui va s'éteindre au moment du décès de l'usufruitier. Donc ce barème fiscal, il est obligatoire. On ne peut pas le contourner en matière notamment de donation et de succession. Donc pour payer les droits en cas de donation et de succession, on est obligé d'appliquer ce barème. Et ce barème, il va nous donner pour un usufruit et donc la nue propriété correspondante, un pourcentage à appliquer à la valeur du bien pour dire quelle est la valeur de l'usufruit, quelle est la valeur de la nue propriété selon l'âge de l'usufruitier. Et ce barème, il fonctionne par tranche de 10 ans. On va l'afficher, ce barème, effectivement. Parfait. C'est limpide quand effectivement on voit le par exemple, le un parent qui souhaite transmettre la nue propriété d'un bien à son enfant et qui a 51 ans, son usufruit va valoir 50% et la nue propriété 50%. En revanche, si on compare, et ça aussi pour quelqu'un qui aurait 59 ans ou 60 ans, parce que ça fonctionne par 10 ans. Tranche de 10 ans. Exactement. Alors, attention, si j'ai 60 ans, il vaut mieux faire la donation tout de suite, puisque je suis taxée que sur 50%. J'entends. Alors que si j'attends quelques jours ou quelques mois et que je passe le cap des 61 ans, à ce moment-là, je serai taxée sur 60% pour la valeur de la nue propriété. Donc, il faut être vigilant sur les dates d'anniversaire pour faire des donations en démembrement. Est-ce que c'est un barème qui correspond encore à la réalité démographique d'aujourd'hui, Audrey? C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, les questions démographiques. Alors, ce barème, en fait, il a été créé en 1901 et il a été modifié une seule fois dans le cadre de la loi de finances pour 2004, donc fin 2003. Donc, un changement en un siècle. Un seul changement en un siècle. Voilà. Il y a une bonne stabilité fiscale sur ce pour le coup, ce qui ne nous arrange pas forcément d'ailleurs. Alors, en fait, en 1901, ce barème, il a été établi avec deux notions. La première, donc des tables de mortalité avec une espérance de vie qui était en 1898, donc pour un homme 46 ans, pour une femme 49 ans, et un taux de rentabilité du bien de 1,5%. Donc en 2004, ça a été beaucoup critiqué et donc on a dit la situation a changé, on minore la valeur de l'usufruit, on majore la valeur de la nue propriété, donc on fait payer plus de droits de donation qu'on ne devrait, et donc il y a eu une réforme dans le cadre de la loi de finances, et à ce moment-là on est passé donc sur des tables de mortalité plus récentes, c'est-à-dire 1996-1998, et un taux de rentabilité du bien de 3%. Donc on a quand même majoré la valeur de cet usufruit, et donc on a minoré la valeur de la nue propriété pour correspondre plus à une réalité économique du moment. Cette réforme, elle a eu deux conséquences. Donc chaque tranche du barème a été augmentée de 20%.
Donc si je prends un exemple, en fait, un usufruitier qui avait 51 ans avant la réforme, son usufruit valait 30% et la nue propriété 70%, alors que maintenant, on le voyait tout à l'heure avec le tableau, l'usufruit vaut 50% et la nue propriété 50%. Donc on a gagné 20% sur chaque tranche et on a aussi créé 2 nouvelles tranches pour les usufruitiers âgés entre 71 et 80 ans et entre 81 ans et 80 ans. Ben oui, l'âge de vie, l'espérance de vie est plus de 50 ans comme il y a un siècle, effectivement. Est-ce que cette modification au tournant des années 2000, comble les différentes faiblesses qu'on pouvait adresser à ce barème fiscal ? Alors, je pense qu'en 2023, on a toujours des critiques qu'on peut apporter à ce fameux barème fiscal parce que les choses ont encore évolué. La première, c'est déjà de dire ça a été modifié il y a 20 ans, donc l'espérance de vie a augmenté depuis. Ce barème, pour l'usufruit viager, il est fondé sur l'espérance de vie d'un homme. Or, désolé, mais les femmes ont une espérance de vie plus élevée. À titre d'illustration, une femme en 2022 de 65 ans vivra en moyenne jusqu'à 89 ans. Alors que pour un homme, en 2022, âgé de 65 ans, il ne vivrait en moyenne que jusqu'à 86 ans. Donc, on n'a pas de distinction homme-femme dans le barème. Donc ça, déjà, c'est c'est un inconvénient qu'on pourrait remarquer. Donc, soit faire cette distinction, soit fonder l'espérance de vie retenue dans les calculs de ce barème sur plutôt l'espérance de vie d'une femme plutôt que celle d'un homme. Que dit le législateur ou l'administration sur ces critiques qu'on peut encore adresser au barème fiscal ? Est-ce qu'on peut attendre d'autres évolutions, une deuxième réforme en un peu plus d'un siècle? Est-ce que c'est envisageable? Alors, les autres critiques qui ont été faites, c'est d'autre part, en fait, que le rendement du bien n'est pas du tout pris en compte. C'est-à-dire que le bien a une rentabilité de 1 10%, ou de 10%, ça change rien. Ce sera la même valeur de l'usufruit. Ouais. Et aussi, il manque de précision puisqu'on ne fonctionne pas avec l'âge précis de l'usufruitier, mais par tranche de 10 ans. Donc, il avait été proposé dans un rapport de 2002 sur les mutations nécessaires des donations et des successions, d'une part de distinguer hommes-femmes, et en plus de fonctionner par un barème de tous les 5 ans plutôt que tous les 10 ans, voilà, pour une appréciation un peu plus fine. Alors, aujourd'hui, est-ce que le législateur serait prêt à faire une modification ? Je ne pense pas, puisqu'il y a une réponse ministérielle qui est assez récente, de juillet 2019. Donc là, c'est le ministre de l'économie et des finances qui est venu répondre à une question qu'on lui posait justement sur est-il possible de revaloriser ce barème fiscal pour augmenter la valeur de l'usufruit et réduire la valeur de la nue propriété. La réponse a été très clairement non. C'est déjà suffisant. Puisqu'il considère que le mécanisme civil du démembrement de propriété bénéficie déjà d'une fiscalité très avantageuse. Donc, on ne va pas distinguer homme-femme parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influer sur l'espérance de vie, notamment le niveau de vie. Et il explique qu'on a choisi des tranches de 10 ans par souci de simplicité. Est-ce que ce barème est la seule règle applicable ? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes d'évaluation et qui sont forcément acceptées par l'administration fiscale ? Il s'agit bien de faire les choses dans le bon ordre de ce point de vue-là, Audrey. Alors, l'administration fiscale, elle va imposer ce barème fiscal parce que ça lui permet de calculer l'assiette de ses droits. Donc, elle va l'imposer dans certains cas. Elle l'impose, comme j'ai dit, pour les droits de donation, pour calculer les droits de succession, pour l'IFI également, et puis pour les droits de mutation à titre onéreux, donc c'est en matière de vente ou d'apport, et enfin en matière de publicité foncière. Pour le reste, on est libre d'utiliser d'autres méthodes, notamment la méthode dite économique, qui va permettre d'être beaucoup plus précise, puisqu'on va prendre l'âge de l'usufruitier, sa vraie espérance de vie, et la vraie rentabilité du bien. Donc par exemple, parfois en matière de plus-value immobilière, ou alors lorsqu'on va répartir le prix de vente d'un bien, par exemple immobilier, entre l'usufruitier et le nu propriétaire, on pourra choisir cette méthode économique qui va permettre d'avantager l'usufruitier, puisqu'il recevra plus qu'avec l'application du barème fiscal. Mais parfois, on a des clients qui vont nous dire non, moi je préfère avantager le nu propriétaire, donc tant pis. Oui, ça c'est un choix, c'est un choix au cas par cas. Patrimonial, tout à fait. Effectivement. Bon, oui, donc il y a quand même des cas où d'autres méthodes d'évaluation sont non seulement acceptées, et plus avantageuse que le barème fiscal, en fonction évidemment du choix
de celui qui démembre effectivement et de qui il veut avantager dans cette logique de démembrement. Merci beaucoup Audrey pour ce point et cet éclairage très précis, très net sur la question du barème fiscal de l'usufruit. Audrey Ferry qui est avec nous en plateau dans cette demi-heure d'émission, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et compagnie à Paris. Voilà donc pour cette édition Smart Bourse de demi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.